Bonjour à tous. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai monté avec 3 amis une entreprise avant même qu'on sorte d'école. À l'époque, il y avait une chose qui était importante pour moi. Je voulais que la gouvernance de notre boîte soit différente de celle que j'avais pu connaître pendant mes stages ou pendant mes études. Gouvernance, c'est un sujet, moi, qui m'intéressait pas mal parce que quand vous y réfléchissez, c'est un mot qui n'existe que dans un seul contexte. Ce contexte, c'est celui de l'entreprise. Le reste du temps, quand on veut parler de la façon dont un collectif s'organise pour prendre des décisions, on appelle ça différemment. On appelle ça plutôt la politique. Et quand vous passez la plupart des boîtes au crible de la politique, et plus particulièrement au crible du modèle politique censé être le plus abouti, la démocratie, on constate que globalement, il n'y a aucune des boîtes, ou très peu de boîtes, qui ont une gouvernance vraiment démocratique. Ça veut dire concrètement que la plupart des Français, 5 jours par semaine, 7, 8, 10 heures par jour, quand ils arrivent en entreprise, ils arrêtent d'être en démocratie. Ils viennent au boulot, ils ont un boss qu'ils n'ont pas choisi, qu'ils n'ont pas élu, qui leur donne des ordres, et ils travaillent dans une boîte où globalement on leur demande jamais leur avis sur la conduite générale des affaires. Et moi à l'époque, l'idée que j'allais devoir travailler 5 jours par semaine dans une entreprise où on ne me demanderait pas mon avis, alors même que le dimanche, on allait peut-être me consulter sur des trucs obscurs comme les élections cantonales, si vous voulez, ça me paraissait complètement absurde. Et je voulais donc que dans notre entreprise, en tout cas, ça soit beaucoup plus démocratique. Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'ont aidé dans cette direction. La première, c'est que j'ai la chance d'être parti directement avec 3 associés, et que contrairement à tout ce qu'on a pu nous dire et ce qu'on a lu dans les bouquins, on a décidé de donner 25% des actions à tout le monde. C'était opérationnellement un peu compliqué, mais d'un point de vue démocratique, si vous voulez, c'était parfait pour un début. L'autre chose qui nous a beaucoup porté, c'est que j'ai la chance de travailler dans un secteur qui s'appelle la blockchain, où les questions de gouvernance en fait, sont au cœur de notre métier. Pour vous donner un exemple, la première implémentation de la blockchain, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. Et l'acte fondateur de Bitcoin, c'est de remettre en cause une gouvernance, la gouvernance sur la monnaie. Donc à partir de là, c'était logique pour nous de se poser pas mal de questions sur notre propre gouvernance. Et puis la troisième raison, c'est que des spécialistes blockchain, c'est rare, c'est cher, et puis globalement, c'est blindé de Bitcoin. Ça veut dire que quand le cours du Bitcoin fait x2 ou x3 au niveau du prix, votre spécialiste blockchain, il est très très riche et généralement, il a tendance à plus travailler. Ce qui veut dire que s'il n'est pas très intéressé à la conduite de l'entreprise, globalement, vous avez des problèmes. Donc une gouvernance partagée, c'était une façon d'aligner tout le monde et de s'assurer qu'on continue tous à avancer. Donc ces 3 raisons-là, en plus de mes convictions personnelles, ça faisait des fondamentaux solides pour avoir une vraie gouvernance démocratique. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a commencé avec 2 piliers. Le premier, c'était une transparence totale, sur tout, y compris les salaires de chacun. Et le deuxième pilier, c'était qu'on faisait participer tout le monde à la prise de décision dans l'entreprise. Tout le monde pouvait s'impliquer et participer sur toutes les décisions. Ça a fonctionné assez bien pendant à peu près 18 mois. Et puis, on s'est pris notre première grosse crise dans la figure. À l'époque, on cherchait à diversifier le business model de l'entreprise et on s'intéressait à quelque chose d'assez particulier qui n'existe pas en France, qui n'existait pas en France, mais qui existait partout en Europe. C'est ce qu'on appelle des machines à Bitcoin. Donc, c'est des automates, si vous voulez, où vous donnez de l'argent, cash, et ça vous renvoie du Bitcoin. Et on s'était dit qu'il y avait une opportunité, puisqu'il y en avait partout, en France, partout sauf en France. Toute l'équipe était assez motivée par le projet. On s'est tous pas mal chauffés, on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, on a acheté des machines, on a commencé à tester, etc. Et puis petit à petit, on s'est pris les premiers obstacles, juridiques, réglementaires, bien sûr. La banque ne nous suivait pas, un certain nombre de partenaires nous ont lâchés. Et donc, petit à petit, il y a une partie de l'équipe qui a arrêté d'y croire. Et donc là, on s'est réunis, il fallait qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on arrête le projet, puisqu'il y a une partie de l'équipe qui a arrêté d'y croire, au risque de jeter tous nos investissements à la poubelle, ou est-ce qu'on continue, mais à fond, et en y mettant tout l'argent nécessaire et le temps nécessaire pour surmonter tous ces obstacles? Et alors on s'est réunis, on a réuni tout le monde plusieurs fois, etc. Et en fait, on a pris la pire décision qu'on pouvait prendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de décision, en fait, en gros.
Donc on a continué, avec la moitié de la boîte un peu convaincue, la moitié de la boîte pas tout à fait convaincue. On a continué à faire des investissements, mais pas assez pour régler les problèmes qu'on avait vus. Et au bout de quelques mois, à continuer à claquer de l'argent un peu comme ça, là, c'est nos salariés qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Ok, là, c'est sympa, mais on va nulle part. Donc maintenant, c'est à vous, fondateurs, de prendre les décisions. Est-ce qu'on arrête, mais pour de bon, ou est-ce qu'on continue à fond et on se donne les moyens de réussir ?» On a pris notre responsabilité et on a décidé de tuer le projet. À partir de ce moment-là, la gouvernance opérationnelle dans la boîte, elle a été recentrée sur les 4 fondateurs. Moi, à titre personnel, cette espèce de recul démocratique, je l'ai pris en pleine gueule, et ça m'a pas fait très plaisir, pour le dire comme ça. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui avait raté. Au début, je pensais que c'était pour des raisons d'organisation. C'est-à-dire, oui, on avait des principes démocratiques, mais on n'avait pas vraiment les process qui allaient avec. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a raté. En fait, ce n'est pas vraiment la vraie raison. Et assez curieusement, la vraie raison, je l'ai trouvée dans une vieille distinction grecque entre ce qu'ils appellent la techné et la praxis. Alors, techné, c'est le savoir-faire. C'est quelque chose qu'on peut vous enseigner. On peut m'enseigner l'art de faire des beaux PowerPoint, par exemple. Exemple sympa. Et puis, il y a la praxis. La praxis, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne peut pas s'enseigner. C'est quelque chose où la seule façon de progresser, en fait, c'est de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs, de recommencer. C'est la pratique. Diriger une boîte, c'est de la praxis. Le management, c'est de la praxis. Ça ne s'apprend pas à l'école. D'ailleurs, j'ai fait 3 ans d'école de management, donc je suis bien placé pour le savoir. Le management ne s'apprend pas. La seule façon de faire, c'est d'essayer, d'apprendre de ses erreurs et de continuer. Et du coup, à partir du moment où j'avais accepté que diriger une boîte, c'est de la praxis, ça veut dire que si une entreprise voulait vraiment avoir une gouvernance partagée, elle devait prendre le temps de faire monter en puissance tous les collaborateurs, leur donner le temps d'intégrer cette pratique, leur donner le temps de faire des erreurs et accepter justement le coût de ces erreurs. Le problème, c'est qu'une entreprise fragile, souvent, elle ne peut pas se le permettre. Une jeune entreprise comme la nôtre, en fait, elle ne pouvait pas se permettre de payer ce coût pour faire monter tout le monde en compétences. Alors ma conclusion, du coup, c'était qu'au début, quand on lance l'entreprise, tant qu'elle n'est pas en sécurité, c'est difficile de maintenir un modèle démocratique. En fait, on n'est pas obligé de s'arrêter là. Parce que dès que l'entreprise a un modèle d'affaires suffisamment stable, a des effectifs suffisamment stables, il devient possible d'essayer d'aboutir à une gouvernance vraiment démocratique. Il y a plein d'entreprises en France qui y arrivent. Il y a plein d'exemples, en particulier au sein du réseau Entreprendre. Et je pense que les entrepreneurs sont les mieux placés pour essayer d'arriver à une vraie démocratie directe. Parce que dans nos entreprises, il y a un collectif de gens, un collectif à taille humaine, un collectif qui partage les mêmes valeurs, qui sont alignés sur les mêmes missions. Et ça, c'est un laboratoire parfait pour faire émerger des outils de prise de décision collective, des outils et des méthodes pour partager la responsabilité collectivement, démocratiquement. Et je crois que si toutes nos entreprises, petit à petit, chacune à leur façon, essayaient de devenir ces laboratoires démocratiques, et ensuite aller irriguer le reste de la société de nos valeurs, de nos méthodes, eh ben, l'impact serait énorme. Et il serait d'autant plus énorme dans une société comme la nôtre, la société française, où la démocratie est bien malade. Je suis persuadé qu'un remède concret, pragmatique à cette espèce de maladie démocratique, cette fatigue démocratique qu'on ressent, ça serait justement cette idée que chaque entreprise pourrait devenir, au-delà juste d'une matrice à emploi, des vrais incubateurs à citoyens. Et cette idée-là, cette vision-là, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui peut vraiment la porter et la mettre en action. Ce sont les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Merci.